Paola Bassani-Pacht, vous êtes présidente de la revue Art Italie, qui est éditée par l'association des historiens de l'art italien. Chaque année, vous éditez un numéro. Cette année, c'est le numéro 22, qui est consacré plus spécialement au Carracci. Votre revue regroupe plusieurs siècles d'histoire de l'art italien. Et là, vous vous êtes intéressé sur le début du XVIIe siècle, et la revue est consacrée donc à Carracci, avec plusieurs articles sur ces peintres qui présentent encore des interrogations. Quel a été le motif de votre démarche pour inclure ces nombreuses communications de Carracci dans la revue? Disons que l'Association des historiens de l'art italien, dont je suis présidente, a pour vocation d'accorder un grand intérêt au rapport, de privilégier les rapports, les échanges artistiques entre France et Italie, et en même temps entre l'Italie et le monde entier. Et on est la revue qui a l'initiative, l'objet principal, la préoccupation, on peut dire, principale de notre association, la revue Art Italie, est l'expression de ces intérêts que nous avons comme association. Et donc, l'occasion de consacrer une grande partie du numéro 22 de la revue au Carracci était une grande occasion pour nous. Et nous avons donc organisé, en collaboration avec le Louvre et en particulier avec le conservateur Catherine Loisel, grande italianiste, ce colloque qui a eu lieu à l'INACHA en 2014, et nous avons en automne 2014, et ce colloque a été les études de ce colloque ont été publiées dans le numéro 22 de la revue. Alors, les Carracci, pourquoi les Carracci sont extrêmement importants pour comprendre, disons, les dialogues. Sont un moment fondamental, si vous voulez, du dialogue entre la France et l'Italie. Disons, sont un moment fondamental du dialogue entre l'Italie et l'Europe, et en particulier avec la France. Sans les Carracci et Raphaël, il n'y aurait pas le classicisme français. En fait, il n'y aurait pas Poussin ni Claude Gelée. Donc, en gros, c'est ça. Donc, les Carracci sont extrêmement, sont la racine fondamentale du grand classicisme français. Ceci dit, il y a un sous-titre, les Carracci, l'autre voie de la modernité. Parce qu'en fait, l'Italie, entre la fin du XVIIe siècle, la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, offre deux phénomènes culturels d'une importance cruciale pour l'Europe entière. D'un côté, il y a Caravage, avec sa révolution absolue. Il s'oppose à tout, à son passé, mais en même temps, il ne s'oppose pas, parce qu'un vrai artiste, un vrai poète ne rompt jamais avec ses maîtres. Même Caravage, au contraire, Caravage aussi fait dialogue avec ses maîtres. Mais en même temps, il fait comme s'il partait de zéro. Donc, il y a cette révolution absolue du Caravage, qui est une voie de la modernité, et
le caravagisme influence toute l'Europe, mais il y a une autre forme de révolution plus modérée, une forme réformiste, si vous voulez, une réforme, qui est celle des Carasch. Les Carasch offrent une vision moderne, un goût nouveau, absolument nouveau, tout en dialoguant avec les grands maîtres de la Renaissance, Raphaël, les grands maîtres, disons, vénitiens. Et voilà pourquoi l'autre voie de l'unité. Il y a Caravage, et il y a l'autre possibilité, l'autre choix, aussi révolutionnaire, mais une révolution qui s'accorde davantage avec le passé, qui est celle des Carasch, qui sont beaucoup plus aimés en France au XVIIe siècle, beaucoup plus aimés que Caravage, c'est évident. Voilà. Donc en fait, au début du XVIIe siècle, il y a eu deux voies en fait. Exactement. Il y a eu la voie du baroque et la voie du classicisme. Alors, il y a eu la voie, si vous voulez, Caravage, c'est difficile de dire que c'est un peintre baroque. La voie du réalisme cru, absolu du Caravage, et puis c'est vrai qu'il y a eu le baroque, c'est après, qui essaye de mettre d'accord un peu tout. Mais disons, au début du 7e, il y a la voie crue et spietata, sans pitié, enfin, du Caravage qui se heurte à la réalité, enfin, et celle plus modérée et plus apparemment plus cultivée, hein, qui fait plus attention aux maîtres anciens des Carasch. Et cette voie plus modérée et plus cultivée, entre guillemets, parce que Caravaggio aussi connaissait tout, est celle qui a préféré la France, en fait. Très bien. Donc, et là, il y a aussi une différence sur le traitement des couleurs, sur les palettes de couleurs. Bien sûr. Caravaggio abolit la couleur. Dans Caravaggio, il y a le noir et le blanc, la lumière et l'ombre, hein, parce qu'il a besoin il abolit tout, parce qu'il a besoin de mettre au centre de sa représentation le drame qui lui appartient et qui est un drame absolu. Tandis que les Carasch, Annibale surtout, il n'élimine pas, au contraire, la couleur. Ce sont des gris. Et voilà, ce sont des gris, de vert. Ils sont très, très séduits par la couleur de Venise. Bologne est tout près de Venise et ils maintiennent, ils gardent un goût pour le chromatisme fondamental. Et c'est ce goût pour le chromatisme, au fond, pour les couleurs, qui leur permet d'être des paysagistes, parce que les paysages est coloré, est vert, est bleu, etc. Tandis que Caravage n'aime pas, il n'y a pas de paysage, ou presque. Enfin, seulement au début, il y a du paysage, parce qu'il sent lui aussi la couleur vénitienne, et puis il l'abolit. Tandis que les Carasch continuent à la garder, et il la lègue, il la passe à Poussin, etc. Madame Catherine Loisel, bonjour, pour ce numéro d'Art Italie numéro 22, qui a été édité pour les Carracci, qui sont au nombre de 3, nous le rappelons, Agostino, Lodovico et Annibale. Le sous-titre de la revue, qui regroupe plusieurs articles sur ces peintres, ces artistes et ces dessinateurs, ces graveurs, le sous-titre est Les Carracci, l'autre voie de la modernité. Quelle était l'autre voie de la modernité, justement? En fait, nous avons les articles qui sont dans ce numéro correspondent aux communications du colloque que nous avons organisé en novembre 2014
Et nous avons organisé ce colloque justement parce qu'il y avait une telle abondance d'expositions concernant Caravaggio, disons Caravage, français, ça n'est pas trop laid, que nous avons voulu rappeler qu'il y avait d'autres artistes à l'origine de la réforme de la peinture au début du XVIIe siècle. D'autant plus qu'à cette époque, à ce moment-là, était en cours la restauration de la Galerie Farnèse au Palais Farnèse à Rome, donc Galerie Farnèse, peinte par Annibale Carracci autour de 1600, et qui a eu une influence considérable sur l'histoire des décors du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et qui a aussi eu une influence considérable sur la peinture française. Donc nous avons voulu rappeler que les Carracci avaient leur place tout naturellement dans l'histoire de l'art et aussi en France, puisqu'on aurait parfaitement pu faire une exposition sur Annibale Carracci et la France. Il a été très très difficile, je n'ai jamais réussi à obtenir de faire une exposition sur Annibale Carracci en France, à Paris. Donc nous avons remplacé par un petit colloque international. Leur leçon a-t-elle eu un rôle dans le destin de l'art français? Un rôle essentiel, parce que dans plusieurs domaines. D'abord dans le domaine de la peinture de paysage. Le tableau qui est sur la couverture de Art Italie numéro 22 est un tableau tout à fait significatif. C'est véritablement la naissance du paysage idéal du XVIIe siècle. C'est une leçon que reprendra Poussin, que reprendra Claude Lorrain. Qui feront la synthèse entre ce type de paysage très organisé, très clair, avec beaucoup de détails pittoresques, mais très conçu intellectuellement, et à la synthèse avec l'art vénitien, la couleur de l'art vénitien. Et sans le passage par Annibale Carracci, on ne comprendrait pas les paysages de Poussin et les paysages de Claude Lorrain. De même que l'on ne comprendrait pas les décors de Versailles, de Lebrun. Charles Lebrun, quand il est allé en Italie, a étudié la Galerie Farnèse. Et enfin, il y a un troisième domaine dans lequel Annibale Carracci a joué un rôle fondamental, c'est le retour au classicisme de Raphaël, de la Renaissance, en faisant une synthèse entre l'Antiquité retrouvée, la beauté, l'harmonie des compositions de Raphaël. Il a donné les fondements de l'art classique français. Est-ce que les différents essais qui constituent cette revue sur les Carracci apportent des nouveautés par rapport à la recherche sur ce thème? En fait, c'est nous qui avons organisé le colloque. Donc, nous avons veillé, et j'ai particulièrement veillé, parce que je connais assez bien le sujet, à ce que, justement, ce ne soit pas un colloque où on ressasse toujours les mêmes rengaines, mais qu'il y ait des nouveautés. Et effectivement, il y en a. Daniele Benatti a présenté des nouveaux tableaux. Moi, j'en peux dire quand même que j'ai présenté pas mal de choses nouvelles dans mon article sur Agostino Carracci, qui est le moins connu des Carracci, qui était un dessinateur merveilleux. Il y a aussi l'insistance sur les relations entre les Bolonais au début du XVIIe siècle et les Napolitains, qui est une chose tout à fait nouvelle dans l'histoire de l'art, qui est un domaine qui a été creusé récemment par Viviana Farina. Et aussi, nous avons insisté sur la question de l'influence sur les Français au XVIIIe siècle. C'est un sujet totalement nouveau qui n'avait jamais été abordé. Et puis, il y a aussi un tableau qui sort d'une collection anglaise, qui n'est pas des Carracci, mais qui passait pour Carracci au XVIIe siècle. Et donc, il y a plein de nouveautés. On peut picorer plein de nouveautés dans ce numéro. Brava!